Je vous propose qu'on reprenne assez rapidement pour discuter de certains points du PNDS. Donc vous savez qu'actuellement, on réfléchit à la rédaction de la nouvelle mouture du PNDS. Donc on ne va pas reprendre l'intégralité du dossier parce qu'il y a beaucoup de points qui ne justifient pas de discussion, mais on a quelques questions à vous poser. Donc il y a des questions sur nutrition, alimentation et des changements probablement qu'il faut faire apparaître. On s'est rendu compte en discutant avec Elsa Camorvan notamment et puis d'autres collègues qui avaient, pas des erreurs, mais qui avaient des choses suboptimales dans nos propositions. On parlera aussi de Synagis. Il y aura des questions sur le suivi et les EFR. On parlera des traitements de l'hypertension pulmonaire. Et en chirurgie, est-ce qu'il y avait des points à discuter? Mais peut-être pas. On avait dit qu'il n'y avait pas de changement potentiel. Donc, nutrition. Elsa Camorvan s'est repenchée sur le PNDS 1 pour faire des propositions d'évolution. Et l'objectif, c'est d'en discuter ensemble et de voir si on peut valider ces propositions pour le prochain PNDS. Merci Elsa. Donc Elsa Camorvan est professeure de néonat à Necker. Merci. Alors, on a regardé ce PNDS, enfin les aspects nutritionnels du PNDS sur plusieurs points. Le premier, c'était la nutrition parentérale dans les premiers jours. Le deuxième, c'était la nutrition entérale. Et puis, l'histoire de l'allergie aux protéines de lait de vache. Et puis, un petit peu de suivi. Et puis, on a parlé un petit peu de chiothorax aussi. Alors... En ce qui concerne la nutrition parentérale des premiers jours, le PNDS prévoyait des apports en protéines très rapidement augmentés, des apports en glucides jusqu'à 22 grammes par kilo et par jour, et des apports en lipides, je ne me souviens plus trop comment c'était précisé, 2 grammes. Alors, la première remarque, elle concerne les apports en protéines à la suite de la publication de l'étude Pipanic qui a énormément, qui nous remue beaucoup encore, qui a énormément fait discuter les nutritionnistes à la fois dans les réas pédiatriques et les réas néonatales. C'est une étude qui a été publiée il y a 2 ans dans le New England et qui randomisait des enfants de 0 à... enfin, des enfants plus grands, mais en moyenne de 1 an et demi, qui les randomisait pour la première semaine, soit pas de nutrition parentérale, c'est-à-dire juste des apports hydriques sous forme de G5 ou de G10 avec des électrolytes, soit une nutrition parentérale complète, associée ou pas, en fonction de l'état de l'enfant, à une nutrition entérale. Et cette étude a fait énormément de bruit parce qu'elle a montré, donc elle a randomisé 1400 enfants, et elle a montré en fait que les enfants qui étaient randomisés dans le bras pas de parentérale, finalement avaient moins de complications en réanimation, sortaient plus vite. Et une deuxième étude qui a été, une analyse secondaire mais prévue a posteriori, publiée l'année dernière, a montré qu'en fait, peut-être ce seraient les apports précoces en acides aminés chez ces enfants un peu plus grands. On est complètement, je parle pour les néonatologistes, on est complètement à côté de la préoccupation des apports en acides aminés pour les enfants prématurés, où ça n'a évidemment rien à voir. Enfin, en tout cas, ce papier incite peut-être à, tant qu'on n'a pas bien terminé d'analyser les tenants et les aboutissants, incite peut-être à ne pas démarrer trop fort la nutrition parentérale et en particulier les apports en protides. Et en fait, on proposait plutôt de commencer à 1,5 g par kilo et par jour au départ et dans les premiers jours pour empêcher que la balance azotée soit négative et puis ensuite adapter les apports sous couvert de la surveillance de l'urée plasmatique, mais bien sûr au-delà de la première semaine de vie, puisque la première semaine de vie, l'urée est toujours élevée chez le nouveau-né.
En ce qui concerne les apports en glucides, le PNDS prévoyait 22 grammes par kilo et par jour, mais en fait, ça nous paraît trop important, puisque les nouveau-nés à terme ont une capacité d'oxydation maximale du glucose de 16 à 18 grammes par kilo et par jour, c'est-à-dire qu'au-delà, eh bien, ils n'utilisent pas le glucose comme source d'énergie, mais ils le transforment, entre autres, en CO2, et ce n'est pas exactement ce qu'on veut, puisque ça augmente le risque d'hypercapnie. Et donc, conformément aux recommandations de l'EFSGAN, on pense qu'il faut limiter les apports à 18 grammes par kilo et par jour. Ensuite, par contre, pour compenser l'apport calorique et maintenir un apport calorique conséquent dans un volume limité, nous, on a la pratique de monter les apports en lipides jusqu'à 3 grammes par kilo et par jour, donc un peu plus que 2 grammes par kilo et par jour, classiquement conseillé pour les nouveau-nés à terme, sous couvert éventuellement, quand c'est prolongé, d'une surveillance des triglycérides. Dans notre expérience, on n'a pas eu de souci de tolérance de ces 3 grammes par kilo et par jour. On peut en discuter, bien sûr. Et puis, nous, on a cette habitude de limiter les apports hydriques tant que l'enfant est ventilé à 120 à 130 ml par kilo et par jour, y compris en ventilation non invasive au départ, quand ils sont encore assez fortement ventilés, ce qui fait que avec des apports hydriques limités, plus les drogues IV comme la prostine, la noradré, etc., finalement, on est tout juste pour rentrer tout ce qu'on veut, là, les protéines, les glucides et les lipides. Alors, est-ce qu'on discute maintenant ou quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que sur la proposition d'Elsa, c'est vrai que je me souviens des conditions des décisions de passer à 22 grammes de sucre par kilo et par jour. Ça s'est fait sans argumentation scientifique solide. C'était dans l'idée que ces enfants sont porteurs d'un retard de croissance et qu'il fallait leur apporter un maximum de calories, mais ce n'était pas evidence-based. Donc effectivement, actuellement, il y a des recommandations, pas forcément pour les hernies, mais pour l'enfant. Donc on aurait plutôt tendance à accepter la proposition des 18 grammes maximum de sucre, sauf si quelqu'un en voyait un inconvénient. Pour les lipides, la toute petite crainte que j'ai, c'est qu'il faille surveiller régulièrement les triglycérides et dans l'idée de mettre en place des soins de développement, de ne pas le stresser, qui est un peu une condition pour limiter l'utilisation de la sédation. Est-ce qu'on ne risque pas de piquer ses enfants tous les jours ou toutes les semaines? Je vais tempérer ça de deux façons. La première, c'est que les 3 grammes par kilo et par jour IV, c'est IV. Et en nutrition mixte, quand on a des apports lipidiques entéro en plus, on peut monter au-delà. Et en pratique, quand on a des apports entéro en lipides, on diminue et on descend en dessous des 3 grammes par kilo jour IV. Le seul problème, c'est les enfants qui doivent rester à jeun un certain temps, qui ont un chylothorax, par exemple. Mais autrement, les autres pour lesquels on démarre l'alimentation entérale assez vite, finalement, on n'est pas très très longtemps avec 3 grammes par kilo et par jour en intraveineux. Et nous, en pratique, on a très peu souvent besoin de surveiller les triglycérides parce qu'on ne fait pas 3 grammes par kilo et par jour de façon très prolongée. Et en ce qui concerne les... Oui, Sébastien. Il n'y avait pas ce groupe sur la néonate qui montrait que c'était finalement pas si significatif que ça, justement. Les apports en protéines, il me semblait qu'ils avaient sorti parce qu'ils avaient des nouveau-nés dans leur étude, il me semble, mais qu'ils les avaient un peu analysés séparément et qu'ils avaient montré que c'était moins significatif ce côté apport en protéines et en alimentation parentérale. Ouais, ce papier, on l'a vu qu'en abstract, on n'a pas pu le sortir en papier, le papier complet. Du coup, je ne commenterai pas là-dessus. Mais... Est-ce qu'il y a des recommandations de l'EFSGAN sur l'enfant à terme? Sur les apports en protéines? Oui. C'est 2 grammes, 2 grammes 5. D'accord.
Donc c'est plus que ce que tu proposes là. Là, c'est les tout premiers jours, en fait. C'était par... non, après passer la première semaine, il faut les monter à entre 2 et 3 grammes, c'est sûr. Non, c'était juste le démarrage, parce que dans le PNDS, le démarrage, c'était plutôt 2 grammes 5. Et c'est quoi le rationnel, le mécanisme? Par quel mécanisme? Des apports trop importants en acides aminés, en période aiguë, donc de stress, pourraient avoir des effets délétères? Je ne sais pas répondre à la question. En fait, l'étude Pipanic a énormément perturbé beaucoup de monde, et en particulier les nutritionnistes. Je ne sais pas répondre à cette question. Et en ce qui concerne la restriction hydrique, est-ce que ça convient? Nous, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Ces enfants vont pas bien. On ne veut pas les surcharger ni en sel ni en eau pendant cette période de phase aiguë. Donc, okay. Ceci dit, les apports en acides aminés, ça prend énormément de volume dans la parentérale, et de fait, on est un peu contraint de les limiter parce qu'on limite les apports hydriques. Attendez, je vais vous donner le micro parce que l'enregistrement. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, vous avez présenté les résultats de la cohorte de Bicêtre, où on avait retrouvé que les enfants qui prenaient du poids dans les premiers jours allaient moins bien, et que ceux qu'on avait restreints plus sévèrement avaient un meilleur pronostic. Globalement, 1,5 g/kg de protides, c'est impossible à J0 quand on leur apporte 50 à 60 ml/kg. On n'arrive pas à faire tenir ça dans la parentérale. Donc je ne vois pas comment en pratique ça peut être possible d'avoir des apports aussi importants dès les tout premiers jours. Après, pour ceux qui vont bien, qu'on arrive à élargir un petit peu, je suis complètement d'accord avec vous sur la restriction hydrique, et tant qu'ils ne sont pas autonomes sur le plan respiratoire, on sait bien qu'il ne faut pas aller trop vite là-dessus. Mais sur les apports protidiques, on a une littérature assez riche pour dire qu'il ne faut pas négativer le bilan azoté, mais on a aussi de plus en plus de choses qui sortent sur l'aggravation du pronostic quand on les surcharge en calories et qu'ils ne peuvent pas métaboliser tout ce qu'on leur apporte. Donc c'est difficile d'être catégorique, je pense, sur les apports à cibler, parce qu'il y a une littérature qui nous donne des arguments pour et contre dans les deux sens, et une pratique qui nous empêche de leur apporter finalement plus d'1 g/kg jour. Je ne sais pas si vous arrivez à leur apporter plus d'1 g/kg jour rapidement, mais je pense qu'on y est rarement avant J2 en ce qui nous concerne. Ouais, le premier jour, peut-être pas, mais effectivement, mais si après le deuxième jour, enfin à J1, on est à 1 g/kg jour. Après, chez les nouveau-nés à terme, la balance azotée, elle se négative en dessous de 1 g/kg jour. Oui, ça c'est sûr, mais dans la pratique, comme ils sont sédatés, ils ont souvent des... Enfin, voilà, je pense aux formes graves, hein, évidemment. Les enfants qui sont peu sévères, on les élargit plus vite, mais dans les formes graves, on est obligé de les négativer au moins les premiers jours. En tout cas, tout ça, c'est des arguments pour modifier le PNDS et pas le laisser à 2 grammes, 2,5 grammes d'emblée, en tout cas. Alors ensuite... il y avait la question de la nutrition entérale. À nouveau, c'est pour les formes intermédiaires et sévères, puisque les formes favorables, finalement, ne posent pas vraiment de problème. Et là, donc, nous, dans notre expérience, on tient compte des différentes contraintes qui sont d'abord une dépense énergétique accrue liée à l'effort respiratoire, à des enfants qui sont capables de téter des volumes limités du fait de leur dyspnée, qui ont une oralité fragile et qui souvent atteignent difficilement les 160 ml/kg jour. Et donc, nous, on a la pratique d'apport plus dense en protéines et en énergie. C'est-à-dire, bien sûr, on privilégie l'allaitement maternel chez tous ces enfants, mais dès qu'on s'est assuré de la bonne tolérance de l'alimentation, eh bien, on l'enrichit avec un fortifiant du lait maternel pour apporter des protéines, atteindre des apports protéiques normaux dans un volume restreint à 120-130 ml/kg jour. Et on l'enrichit aussi en calories de façon à obtenir un mélange isocalorique. Et on discutait avec Sébastien et Laurent tout à l'heure. Nous, on n'a pas de problème de tolérance. Et donc, vos commentaires seront bienvenus là-dessus. Donc, en pratique, notre recette, c'est du lait maternel avec 3% de Fortipré et 4% de Diocal. Et puis quand la maman n'allaite pas, on utilise l'infatrinite
très 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 souvent, qui a une composition finalement proche du mélange allaitement maternel plus fortification. Dans les deux cas, on a un rapport protéine-énergie qui est un petit peu plus élevé et qui permettra de compenser la dette protéique si elle a été accumulée préalablement. Mais comme il y a pas mal de protéines, on surveille l'urée aussi en faisant attention éventuellement à baisser l'enrichissement en protéines si l'urée dépasse 8 millimoles par litre. Quelles sont vos pratiques à nouveau ? Peut-être poursuivre sur la PLV parce que c'est en d'accord, lien. ça va avec. Ouais. Bon, donc dans le PNDS, il est souligné un risque plus grand d'APLV dans la hernie coupole. On n'a pas cette expérience-là. Au départ, on les alimentait avec des hydrolysats et on a complètement arrêté sans problème avec la question du risque de nutrition plus grand avec les hydrolysats s'ils ne sont pas concentrés ou enrichis. Et donc, sur ce point-là, effectivement, la discussion est ouverte. Alors, est-ce que dans la base, le registre, on a des informations sur le sujet, sur l'intolérance aux protéines du lait de vache et hernie lymphomatique ? On ne l'a pas enregistré ? Non. Ouais. Mais nous, dans l'expérience à Marseille, on n'a pas, par exemple, d'enfants. D'accord. Est-ce que... Quelle est votre opinion sur le sujet ? Est-ce que vous êtes confronté à des intolérances aux protéines du lait de vache particulières ? Mais c'est des vrais documentés ? Parce qu'en fait, nous, on a eu des soucis digestifs qu'on a explorés de façon extensive sur le plan de l'allergie et on n'a jamais rien trouvé. Alors c'est toujours le problème de l'allergie aux protéines. Ça reste une suspicion pendant plusieurs mois en général. Mais c'est vrai que nous, on a eu plusieurs phénomènes, soit de rectorragie, de phénomènes de colite secondaire, donc qu'on a mis sous le compte d'une potentielle APLV, mais on n'a jamais aucun moyen de le prouver. Donc c'est pour ça qu'on nous, on a un peu en fonction des formes, c'est-à-dire que les formes sévères, où il y a eu, au niveau digestif, c'est plus compliqué aussi. On a tendance plutôt à faire des hydrolysats, mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr que ça soit. Enfin, il n'y a rien qui prouve que de les mettre aux hydrolysats, forcément, ça va empêcher plus tard des problèmes. Après, est-ce qu'il faut... Enfin, on n'a pas de... Voilà. Et dans les formes simples, on les met par contre avec des protéines de lait de vache. Et vous les enrichissez ? Oui, mais peut-être pas autant que vous. On va fortifier le lait maternel, mais souvent juste avec des protéines, Fortipré ou autres. Mais c'est rare qu'on rajoute d'autres choses parce que souvent on a peur de l'osmolarité après. Voilà. Donc, mais bon, peut-être que ça passerait, mais non, on enrichit un peu moins. Effectivement, c'est quelques accidents qu'on a pu avoir parce que, effectivement, je rejoins ce que Sébastien disait, c'est ces accidents d'intolérance aux protéines de vache, on a pu les observer dans les formes graves de hernie. Et ça, c'est considéré comme anodin habituellement, ou pas grave. Mais chez ces enfants, n'importe quel incident bénin peut prendre des proportions assez dramatiques. Et c'est sur quelques accidents qu'on est passé soit au lait de mer au maximum, et dans les autres cas, aux hydrolysats, au moins pour les formes les plus sévères. Mais c'est vrai que ce n'est pas evidence-based. Il y a un article qui a été publié par... Frédéric Gautran, il y a quelques années, qui montrait qu'en fait, pour toute chirurgie du tube digestif qui concerne le tube digestif chez le nouveau-né, il y a un risque accru d'intolérance aux protéines du lait de vache. C'est probablement le fait de manipuler l'intestin, des petites ischémies, fait passer plus d'antigènes et augmente ce risque-là. Après, nous, Alexandre Annecker a fait... systématiquement des tests d'allergie alors il n'y avait pas de hernie coupole, mais au laparoschisis, aux entérocolites. Et en fait, il n'y a que les entérocolites qui ont une vraie augmentation du risque, et les laparos, par exemple, pas du tout. Donc les laparos, vous ne donnez pas d'hydrolysa ou lait de mer, d'accord? On les alimente avec du lait de mer, par contre. Du lait de mer, oui. Et nos hernies aussi, les mamans, elles allaitent longtemps en général. En d'autres termes, même si le risque est
pas beaucoup plus élevé chez les enfants, notamment qui ont une forme sévère, parce qu'on fait exactement de la même manière à Lille, c'est-à-dire qu'on met de manière assez systématique un hydrolysa chez les enfants qui ont une forme sévère de hernie diaphragmatique, notamment parce qu'on a touché leurs intestins de manière plus importante, etc. Est-ce que le bénéfice-risque, il ne peut pas justifier ça, ou est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait passer chez tout le monde? C'est quoi le risque, entre guillemets, de mettre un hydrolysa? Le risque de mettre un hydrolysa, c'est ouais, c'est vraiment pas bon. Il y a la composition des hydrolysats. Sur le plan allergologique, je pense qu'il ne faut pas mettre en systématique un hydrolysage chez un enfant qui n'a pas de symptômes suspects d'APLV. Bon, d'une part pour des questions caloriques, d'autre part pour des questions d'oralité avec ces laits qui sont très très difficiles à prendre. On ne sait plus finalement si c'est parce que le lait est mauvais, à mauvaise odeur qu'ils ne prennent pas, ou si c'est parce qu'ils ont leur trouble de l'oralité. Sur le plan allergologique, le fait de faire une éviction des protéines de lait totale chez un enfant non allergique, ça augmente potentiellement le risque de vraie allergie après plus tard. Donc ces trois raisons, je pense, ne justifient pas d'être systématiques dans le domaine. D'autant que finalement, dans nos expériences, on n'a pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Après, le problème de ces enfants qui sont en réanimation, qui ont des troubles digestifs, on ne sait jamais trop si les troubles digestifs, c'est l'allergie au lait ou pas. Finalement, chez ces enfants-là, le problème du diagnostic, c'est que c'est des allergies non IgE médiées. Donc le diagnostic, il ne pourra pas être fait sur des examens paracliniques et que le seul élément qui permettra de poser le diagnostic, normalement, c'est l'amélioration avec l'éviction des protéines de lait de vache. Donc il faut se poser la question, chez ces enfants qui ont des troubles digestifs, d'enlever, de mettre un hydrolysa. Et il faut se poser la question, surtout si ça ne s'améliore pas, de remettre si on n'a pas d'effet positif dessus, quoi. Parce que ce n'est pas pareil d'avoir un enfant qui a des rectorragies, qui a des signes vraiment importants, de ces troubles digestifs sur lesquels on ne sait jamais trop c'est une vraie APLV ou c'est pas une vraie APLV. Et puis après, ils se traînent leur hydrolysa pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis pour les remettre en place, ce n'est pas toujours simple non plus, quoi. D'autant que, alors, c'est complètement à part des hernies, mais Patrick Tougnon à Trousseau, il dit que les rectorragies du nouveau-né, que nous, néonatologistes, on attribue très très souvent à des allergies, ne sont pas des allergies. À nouveau, ça ne concerne pas les hernies de coupole, mais bon. Ok. Est-ce que ça convient si on rédige les choses de cette façon-là? C'est-à-dire pas d'indication d'utilisation systématique. De toute façon, a priori, ce n'est pas l'habitude dans beaucoup de centres d'hydrolysa, mais uniquement s'il y a des symptômes cliniques chez un bébé qui ne va pas bien. Et enrichir assez rapidement l'alimentation, avec tout de même une réserve, c'est que l'enrichissement, on le fait régulièrement, mais il y a des problèmes de tolérance digestive qui impactent la respiration assez vite. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on soit prudent et d'avoir des moyens d'évaluation de la tolérance et du confort du bébé, parce qu'il ne faut pas non plus le rendre inconfortable. C'est certain. Donc à adapter probablement. Nous, on le fait progressivement en général. On les enrichit pas, bam, d'un coup. On augmente petit à petit. Ok. Il y avait un dernier point sur le chiliothorax. Oui, le chiliothorax, s'il y a besoin, éventuellement, on enrichit le Lipistart. C'était pas précisé, je crois, la réalimentation du chiliothorax, je ne sais plus. Non. Peut-être qu'il faut Donc à ce moment-là, on pourrait le proposer. Tu peux nous dire un mot du Lipistart? C'est un lait riche en TCM et qui permet de shunter l'absorption par les lymphatiques. Et donc, Par rapport au monogène? C'est pareil. Ah, d'accord. Okay. Oui, en formule, c'est mieux, oui. Enfin, oui. Lipistart? Oui. D'accord. Oui, c'est vrai, oui. Et puis, pour le suivi, Sébastien en parlera tout à l'heure, mais il est probablement bien de recommander une surveillance très rapprochée de la croissance. Et puis, nous, on vérifie aussi volontiers le statut en fer avec des enfants qui peuvent avoir des carences, éventuellement à force d'avoir été prélevés et transfusés. Des remarques, des questions? Donc, on rédigera cette partie-là
en prenant en compte ce qui a été discuté, et puis on fera circuler de toute façon la version finale. Donc dans les autres points, merci Elsa, dans les autres questions qu'on a vu apparaître de votre part, mais aussi à partir des éléments de la littérature, alors, je ne sais pas où est le diaporama. Ah oui. Il y avait la question de l'ECMO. Donc il y avait les collègues de Trousseau qui avaient proposé de regarder les items des indications d'ECMO. Je ne sais pas s'ils sont présents. Oui, pardon. Et donc là, j'ai relisté ce qui était dans la première version. Donc on précisait simplement les indications. Est-ce que les indications restent valides donc 6 ans plus tard? Et est-ce qu'on peut les maintenir en l'état? Donc qui sont une saturation préductale inférieure à 80%, alors que la pression inspiratoire est supérieure à 28%. Ou en HFO, une pression moyenne supérieure à 15. Alors Elsa faisait remarquer tout à l'heure que cet item-là, il faut se méfier parce que ça pousse à augmenter de plus en plus la pression moyenne et ça peut être en fait une aggravation iatrogène. Alors, on n'a pas totalement... On a beaucoup, on va dire, à Trousseau. Il y a un pied de recrutement, puisqu'on nous les adresse pour ECMO. Alors, on n'a pas fini de valider parce que là, on était sur du rétrospectif sur justement sur les hernies branchées pour lesquelles il n'y a quand même pas de très bons résultats, mais du coup, c'est plutôt Monsieur Hervieux qui a présenté quelque chose qui pourra le dire sur les résultats bruts. Mais en termes d'indication, quand on décide de brancher, en tout cas sur Trousseau, on prend les conditions respiratoires, mais on prend aussi le contexte général et la raison de l'indication. Donc c'est assez réducteur. En fait, l'âge gestationnel supérieur à 34 semaines et un poids supérieur à 2 kg, c'est des critères qui sont valables pour tous les nouveau-nés, quelle que soit la hernie, c'est des critères techniques, en fait, de possibilité de le faire et de risque de saignements intracérébraux. Et en fait, les critères respiratoires, nous, on prend en compte l'index d'oxygénation, l'ADAO2 en plus, et le P sur F. Donc, du coup, on prend d'autres critères et qui prennent en compte les pressions moyennes de ventilation et les pressions de plateau de ventilation. Oui, voilà. Et du coup, la pression moyenne en HFO, tout dépend de la PO2, parce que si vous avez 16 de pression moyenne, mais que vous avez un enfant qui a 100 de SAT, enfin voilà. Donc, c'est un peu restrictif. Et on a, oui. Ah oui, d'accord, pardon. C'est une saturation basse, pardon, j'avais à pas 80, malgré une pression moyenne élevée. Ils sont valables, mais on est en train de réfléchir pour étayer au mieux, parce que les résultats de l'ECMO et de la hernie sont pas très bons, en tout cas sur notre centre. Mais globalement, on a à peu près les mêmes chiffres qu'ailleurs. Donc, on va les affiner. Donc je peux pas vous répondre. Ceux-là ne sont pas faux, mais ils sont plus. On va affiner pour. D'accord. Est-ce que vous pourriez les retravailler et puis après on les fera circuler pour. Dans les critères, alors je m'arrête si je me trompe, Julien, mais on avait dit que même c'est même 2,5 kg maintenant parce qu'on a pour limite de branchement. 2,5 kg. Ouais. Et plutôt 35 semaines. Voilà. Et après, on attend quand même qu'il y ait au moins une lune de miel de quelques heures. Parce qu'aucune lune de miel, on les branche pas non plus. Et est-ce que vous êtes d'accord donc, avec la dernière la contre-indication relative C'est-à-dire PCO2 qui reste toujours supérieur à 80? C'est ça, c'est ce qu'il vous dit. Donc c'est s'il n'y a pas de lune de miel, et la lune de miel, on est en train de la définir en fait, parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas tous la même définition. Donc nous, quand on appelle, on pose des questions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une lune de miel si on ventile, comme vous dites, à des pressions non protectrices. Donc si on ventile à plus 35, plus 6 de PEP, je dis n'importe quoi, mais que vous avez une capnie normale, on considère que vous n'êtes pas dans les clous, puisque vous n'avez pas respecté les pressions protectrices. Donc du coup, on essaye vraiment de checker dans nos questions, de retrouver cette ligne de miel, c'est-à-dire la FiO2,
la CAPNI. Donc pareil, la PCO2 supérieure à 80, oui, mais dans quelles conditions de ventilation? Parce qu'il y a aussi des équipes qui ont peur d'augmenter la pression moyenne en HFO, par exemple. Donc voilà. On n'a pas résolu toutes les questions, mais il faut une lune de miel. Et en général, les équipes, quand on les appelle, savent nous dire il a été bien pendant 24 heures avec une FiO2 à 40% et une CAPNI entre 50 et 60. Donc on arrive quand même à sortir des choses. Mais nous, on voudrait affiner, parce qu'en plus, comme vous le savez maintenant, à Trousseau, on fait de l'UMAC. Et donc de partir en UMAC, ça a vraiment une conséquence pour le service, pour plein de logistique. Donc il faut vraiment partir pour des enfants dont on pense qu'il va survivre. On a repris là, les 10 dernières années les ECMO pour la métropole et on est à un taux de survie qui est de 36%, qui est quand même un peu en dessous de la moyenne rapportée dans la littérature. Donc on est en train d'affiner les critères pour voir quels enfants bénéficient vraiment de l'ECMO ou qui sont déjà trop graves. Et du coup, j'imagine que, si j'ai bien compris, comme vous parlez de lune de miel, c'est que des enfants opérés? Non. Alors, dans ce cas-là, c'est ma question. Comment vous situez la chirurgie là-dedans? C'est hyper variable. Les enfants branchés, dans ceux qu'on a repris, c'est rétrospectif, hein, mais dans ceux qu'on a repris, il y a une partie d'enfants qui ont été branchés avant, opérés soit après sevrage de l'ECMO, soit sous ECMO, ça dépend des cas. Et d'autres enfants qui ont été opérés avant, la dernière qu'on a branchée il y a quelques jours, c'était ça, opérés avant, décompensation à J2 de la chirurgie sur un sepsis, et qu'elle a été branchée pour décompensation de son HTAP dans un cas de sepsis. C'est probablement pas les mêmes enfants. Voilà. C'est exactement, ouais, voilà. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de sortir. C'est-à-dire que brancher une hernie qui a fait un choc septique post-opératoire, c'est pas la même chose que celle qui a une HTAP sévère DH3. Et c'est ça qu'on aimerait affiner, parce qu'en effet, nos taux de survie est pas très bon, en sachant qu'on a pris les 10 dernières années. Donc je pense que déjà, en 2008, on faisait pas comme en 2010 et qu'on fait pas comme en 2016. Donc là, il y a aussi, comme on l'a dit depuis le début, les équipes progressent dans tout. Et nous, on progresse aussi en UMAC. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'on affine. Donc là, vous répondre tout de suite maintenant, c'est pas comme ça qu'on les validerait. Mais il faut sûrement qu'il y ait une discussion des chirurgiens sur la place de la chirurgie par rapport à l'ECMO. Bon, avant ou après, déjà, c'est discutable. C'est pas tranché, je suis d'accord. Mais il faut peut-être justement en parler. Et puis, en pair ou en post-ECMO, c'est aussi important. Alors, oui, à part qu'il y a des équipes, par exemple là, celle qui nous a appelé, elle avait opéré H8, je crois, ou H10 l'enfant. Donc bon, il y a des équipes qui opèrent très tôt. En tout cas, ça ne peut pas être récusé ou accepté parce que ça dépend de l'équipe. Après, on peut faire un consensus sur la place de la chirurgie, mais là, du coup... On va aborder justement la place de la chirurgie dans le PNDS. Hein, et actuellement, les recommandations, la plupart sont quand même pour opérer les enfants après sevrage de l'ECMO. Mais là encore, il faut le moduler en disant que, si je vous transfère les full textes de cette année, il y aura l'article des Américains là-dessus. Ils disent que finalement, un enfant qui est mis sous ECMO et qui est sevrable, vaut mieux l'opérer après sevrage. Par contre, un enfant qui est mis sous ECMO et qui, à la limite, n'est pas sevrable, peut-être l'opérer sous ECMO, c'est pas plus nuisible. Le problème, c'est de savoir qui sera sevrable et qui ne sera pas sevrable. Et ça, avec les chirurgiens. Mais bon, après, à Trousseau, attention, par thoracotomie, les risques hémorragiques ne sont pas les mêmes que par la parotomie. Donc, du coup, opération sous ECMO par la parotomie, ce n'est pas la même chose qu'opération sous ECMO par thoracotomie. Donc, en pratique, on attend vos propositions qu'on fera circuler. Merci de gérer cette partie-là. Il reste un petit point sur les traitements. Sur le traitement de l'hypertension pulmonaire. Là, dans le PNDS, voilà ce qu'on a mis. On a limité. Vous savez que le PNDS, une fois qu'on l'aura validé ensemble, il va passer entre les mains de l'ANSM. Et l'ANSM va regarder scrupuleusement tout ce qu'on écrit sur les médicaments. Et voilà la version 1 qu'on avait rédigée. Et remarquez, notre PNDS, initialement, n'a pas été validé à cause de ça. Parce qu'on a mis qu'on utilisait le sildenafil, qu'on pouvait utiliser le sildenafil, on avait précisé les indications, des prostacyclines et éventuellement le bosantan. Ce qu'on fait tous avec je pense, avec les hypertensions chroniques. Ben, vous voyez que l'AFSAPS, à l'époque, l'ANSM nous a demandé de supprimer tout ça. En négociant avec eux, on a pu laisser ça en disant qu'on n'avait pas le choix,
Mais regardez la footnote qu'ils nous ont imposée. Traitement d'hypertension pulmonaire. Aucun des médicaments cités n'a cette indication à ce jour. Aucun argument n'est disponible pour cautionner les propositions faites par le centre de référence. Donc vous voyez, on peut modifier les choses, hein, mais on risque d'avoir des réactions. Alors la proposition d'Elsa, et je partage son avis, serait que qu'on puisse augmenter les posologies de sildenafil. Effectivement, vous vous souvenez qu'il y a eu des recommandations américaines qui disaient qu'au-delà d'un an, il ne fallait pas dépasser une certaine dose de sildenafil. Et ça a été extrapolé aux nouveau-nés. Et globalement, on ne pouvait pas dépasser 1 mg par kilo et par prise 3 fois par jour. Mais les cardiopédiatres l'utilisent à dose plus élevée. Et j'ai trouvé un papier plus récent, qui utilise aussi des traitements plus élevés dans les hernies lymphomatiques. Donc il y a moyen, en fait, de mettre une fourchette de posologie, je pense, pour les services qui souhaitent utiliser des doses plus élevées. Ces doses plus élevées, habituellement, sont utilisées en réanimation, donc les enfants sont surveillés. S'il y avait une hypotension ou un accident, je pense qu'on surveille. Voilà la proposition qu'on pourrait faire, qui serait de laisser plus de liberté dans la posologie du sildenafil. Est-ce que vous avez une expérience sur le sujet? Pour les autres médicaments, en fait, il n'y a rien dans la littérature, donc on ne va pas pouvoir changer c'est Flolan, Remodulin, Bosantan. Je n'ai pas vu d'article qui nous permettrait de changer les posologies qu'on avait indiquées là. Voilà. Et juste un dernier point, on avait en 2012 écrit qu'il était possible de recommander le domperidone, je ne sais plus le nom de ce médicament, Motilium. Mais bon, je pense que ça, il faut qu'on l'enlève, sauf s'il y a des équipes qui l'utilisent encore. Oui, ça s'utilise encore chez certaines mamans pour l'allaitement, mais... Ouais. Donc à ce moment-là, on l'enlève. OK, voilà. Voilà pour les points un peu à revoir pour le PNDS, prise en charge médicale. Est-ce qu'on peut parler du suivi ?